À Jérusalem, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. La réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est donc tenue hier soir avec d'emblée un résultat tangible. Oui, en effet, Ilana, le cabinet restreint a décidé de rouvrir le poste de passage de Rafihar à la circulation de personnes, mais pas de marchandises. Mais attention, le cabinet a posé une condition sine qua non à cette réouverture, l'intensification des recherches afin de retrouver le corps du dernier otage assassiné détenu par le Hamas, Ran Gvili. Et d'ailleurs, dans la nuit, la présidence du Conseil a publié un communiqué annonçant que depuis 2 jours, une opération de recherche du corps de Ran Gvili avait débuté dans l'armée. Cette opération porte le nom de Cœur valeureux. Nous sommes déterminés à retrouver le corps de Ran, explique le communiqué du gouvernement. Et concrètement, sur le terrain, des centaines de soldats recherchent le corps de Ran. Oui, ces recherches se focalisent actuellement dans le cimetière de Sadjaïeh, dans la partie est de la ville de Gaza. Il s'agit de soldats du génie, épaulés par des unités de l'aumônerie militaire et de dentistes militaires spécialisés dans l'identification des corps. Selon les informations recueillies, ces recherches sont laborieuses et pourraient prendre du temps. Il faut en effet que les forces israéliennes exhument des dizaines de corps, voire plus, et vérifient s'il pourrait s'agir du corps de Ran Gvili. Le côté israélien, on affirme que le Hamas ne coopère pas comme il le pourrait ou comme il le devrait dans ses efforts, et ce contrairement aux annonces du mouvement terroriste qui affirme avoir fourni des données précises sur le lieu où Ran Gvili pourrait être enterré. Et on passe maintenant au front iranien avec une nouvelle conversation entre le chef d'état-major israélien Eyal Zamir et le commandant de la CENTCOM américaine, l'amiral Brad Cooper. Oui, les deux généraux se sont rencontrés, vous le savez, longuement ce Shabbat à l'état-major à Tel Aviv pour débattre d'une éventuelle attaque américaine en Iran. Et ils ont à nouveau donc eu une conversation téléphonique hier importante. L'armée américaine doit rassembler plus de forces encore au cours des prochains jours dans la région. Mais côté israélien, on admet qu'il n'est pas certain que le président Trump ait donné ou donne son feu vert à une offensive américaine. Il semble d'ailleurs que son conseiller Steve Witkoff tente actuellement de le dissuader de se lancer dans une telle opération, et ce en dépit du fait que les Iraniens ont bel et bien menti au président Trump et ont poursuivi leurs exécutions sommaires d'opposants au régime alors qu'ils avaient promis de les cesser. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé qu'aucune date n'a été fixée pour une telle opération en Iran. C'est le président Trump qui décidera, a-t-il déclaré. Et puis on a appris hier les dessous de l'histoire d'un ex-otage libéré par le Hamas en novembre 2023. Oui, il s'agit de Liam Or qui avait 17 ans lorsqu'il a été kidnappé à partir du kibbutz Re'im le 7 octobre. Hier, on a appris que Liam était de père musulman et de mère juive. Et ce point important a été soigneusement tenu au secret durant les 54 jours de sa détention dans la bande de Gaza. C'est son père qui a craint que le Hamas ne découvre qu'il est issu d'un mariage mixte et que cela ne lui soit fatal en détention. C'est pourquoi le père Ramzi Nasser a demandé et obtenu des autorités que ses origines musulmanes ne soient pas mentionnées. Le secret a donc été bien gardé, bien au-delà de la libération de Liam Or en novembre 2023. Une journée importante aujourd'hui par ailleurs à la Knesset, Daniel, le Parlement qui devrait voter le budget de l'État en première lecture. Oui, en effet, la loi stipule que le vote en première lecture du budget de l'État doit intervenir au moins dans les 2 mois avant le vote final du budget, en seconde et troisième lecture. Et dans l'hypothèse où la coalition serait contrainte d'attendre jusqu'à la date limite du 31 mars pour voter ce budget, eh bien, elle doit procéder dès aujourd'hui donc à la première lecture. On estime que les partis orthodoxes voteront en faveur de ce budget pour l'instant. Mais si d'ici la fin du mois de mars, la loi sur l'enrôlement déposée par le député Boaz Bismuth n'est pas votée, alors il est probable que les partis orthodoxes s'opposeront au budget et alors le gouvernement tombera. Et puis enfin, on termine ce journal, on revient sur la tension autour d'une possible opération militaire américaine en Iran. Oui, on le sait, plusieurs compagnies internationales ont suspendu tout ou partie de leur vol vers le Moyen-Orient et vers Israël en particulier. Mais les compagnies israéliennes El Al, Arkia et Israël ont maintenu leur vol. La seule différence, c'est qu'elles ont annoncé à leurs passagers un net assouplissement des conditions d'annulation de leur vol par les passagers au cours des prochaines semaines, en raison bien entendu de la situation et de la tension actuelle. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec une hausse des températures qui seront supérieures à la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv, mais aussi à Eilat. Nous sommes en ligne avec Didier Idjadi, sociologue, professeur d'université franco-iranien. Didier, bonjour.
Bonjour, Merci. comment allez-vous? Ben, Bonjour à vous et également à tous les amis israéliens. merci beaucoup d'avoir accepté de répondre de si bon matin à Paris à nos questions. On est bien entendu très préoccupé ici en Israël lorsque l'on voit les informations effrayantes sur le nombre de victimes qui auraient été assassinées donc pendant cette révolte, pendant le soulèvement, on va dire, des forces vives de la population iranienne durant le mois de janvier, mais en particulier pendant cette terrible nuit du 8 au 9 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez nous fournir comme information? Les données parlent de 30 à 35 000 opposants qui auraient été massacrés. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, eh bien, il s'agit d'un grand massacre sans précédent. En 2 jours, vous venez d'évoquer effectivement 30 000, mais encore le chiffre augmente, car j'ai entendu hier également de la part d'un organisme humanitaire, des médecins qui est basé en Allemagne, que ce chiffre peut monter jusqu'à 60 000. Car ce qui est effectivement actuellement en cours, c'est à la fois l'identification des corps, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de corps qui ne sont pas identifiés, c'est-à-dire ils sont entassés dans des salles ou voire dans les camions et les familles n'ont pas aucune, disons, information précise sur leurs enfants, leurs proches, etc., quoi. Donc, ce qui est absolument, si vous voulez, annoncé au départ, et c'était dans les 3000 et quelques, etc., et largement dépassé. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, il s'agit véritablement de crimes contre l'humanité. Ce régime barbare islamiste, en fait, puisqu'il voyait sa situation complètement fragilisée, donc il a utilisé l'ensemble de ses moyens de répression, à la fois les gardiens de la révolution, mais également les Bassidji, et comme tout le monde le sait, également, il y avait aussi des milices irakiens et également de Hezbollah et aussi des Afghans qui ont participé à la répression sévère et donc leurs mains n'ont pas tremblé. Ils ont tué en utilisant tous les moyens, à la fois mitraillettes, mais également de couteaux, mais également des drones, pour identifier effectivement l'ensemble des endroits également des individus, et que par conséquent, nous sommes actuellement encore dans l'incertitude par rapport aux chiffres, Oui. mais évidemment, la tragédie est grande. Alors, il y a une donnée aussi importante, c'est que on s'en souvient, à un certain moment, le régime iranien a tenté de pousser le président Trump à ne pas lancer son opération en affirmant qu'il avait suspendu les exécutions sommaires de quelques 800 opposants. Est-ce qu'il y a des informations qui prouvent exactement le contraire ? Exactement le contraire, car ce régime-là, ce qui est un régime effectivement de propagande, non seulement le mensonge au niveau interne, mais c'est toujours le mensonge au niveau international. Et d'ailleurs, je ne sais pas, le président américain, comment il a eu des échanges avec les représentants du régime pour annoncer cela, mais on entend et donc on a des informations comme quoi effectivement le régime islamiste est bien beaucoup de prisonniers effectivement dans des conditions inhumaines, mais également on a entendu il y a des exécutions par rapport à ces prisonniers. Donc effectivement la parole qui a été annoncée dans les médias par le président américain ne correspond pas à la réalité de ce régime-là. Ce régime va continuer encore sa répression en augmentant le nombre d'exécutions. Alors, un point technique, Didier. D'abord, est-ce qu'il y a des communications téléphoniques ou des communications Internet aujourd'hui entre l'extérieur et l'Iran à l'intérieur ? Depuis hier, si vous voulez, là. Moi, personnellement, j'ai eu quelques moments d'échange avec mes proches en Iran. Et donc, on a échangé sur WhatsApp, si vous voulez. Et on a donné pas mal des informations dans les deux sens. Et également, parfois, ils m'ont dit
que donc le système Internet, ça fonctionne, mais pas d'une manière durable. Eh bien, ça fonctionne pour un certain temps, Oui. et puis ça s'arrête, etc. Mais néanmoins, il existe, et depuis hier, je l'ai vu dans ma pratique, effectivement, des moments d'ouverture pour pouvoir envoyer des informations dans les deux sens. Alors d'abord, une question plus personnelle. Vos proches vont bien? Ils n'ont pas été affectés par la protestation? Non, heureusement, et bien évidemment, j'ai eu des informations concernant mes proches et donc aucun membre de ma famille n'a été touché, si vous voulez, là. Mais bon, ils parlent également de leur quartier, ils parlent également de leurs voisins. Eh bien, à ce niveau-là, la situation est très, très dramatique. Alors, concrètement, aujourd'hui, je voudrais, c'est-à-dire, vous faites la voix, pour porter la voix de l'opposition iranienne en Iran, de ceux qui se battent, de ceux qui manifestent avec beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Est-ce qu'ils pressent le président américain de lancer une opération qui déstabiliserait le régime? Est-ce que aussi, et ça c'est important pour nous ici à Jérusalem, est-ce qu'il y a une forme de déception peut-être de voir que, par exemple, les Israéliens n'ont pas pris l'initiative eux-mêmes d'aller frapper la pieuvre terroriste iranienne à la tête? Oui, et effectivement, c'est une question très importante, car n'oublions pas que le peuple iranien a toujours, effectivement, au moins depuis une dizaine d'années, s'est préparé pour finir avec le régime islamiste au pouvoir, car il pense que cette république islamique, effectivement, c'est la source du malheur donc des Iraniens et également en contradiction avec leur histoire et leur, disons, culture et civilisation. Un. Deuxième point, véritablement, quand ils ont commencé vers, disons, la fin du mois de décembre de 2025, et leur mouvement, et cela a continué à peu près une semaine, et bien pendant toute cette période-là, et pourquoi ils se sont révoltés, c'est parce que la situation est intenable. C'est toujours de la dictature, c'est toujours de la répression, mais également l'instabilité, disons sur le plan économique, l'inflation, la pauvreté, tous ces éléments-là qui ont poussé effectivement les Iraniens à se révolter à nouveau là. Et donc, le président américain a dit, allez-y, on vous soutient également là. Mais cela a créé beaucoup d'espoir chez les Iraniens, car en fait, ils se sont dit, avec ce régime-là si sanguinaire et si barbare, eh bien, on ne peut pas finir avec les mains nues, si vous voulez, le travail qu'il fallait là. Et donc, effectivement, à la fois vis-à-vis des Israéliens, mais également vis-à-vis des Américains, il y a toujours dans la société iranienne, il y a une attente, si vous voulez, tous ne sont pas unanimes, bien évidemment, mais beaucoup de gens qu'on entend, à la fois en Iran, mais également à l'extérieur, ils sont pour qu'il y ait des frappes contre le régime, leur système de commandement, leur système de communication, y compris également contre Khamenei, etc. Ils ne souhaitent pas du tout, disons, des troupes au sol, si vous voulez, là. Oui. Mais il attend à ce qu'il y ait une collaboration entre des Américains et puis des Israéliens pour véritablement frapper le régime et pour le rendre complètement paralysé, car en fait, avec cet effondrement, peut-être encore une nouvelle opportunité pour que les gens puissent descendre dans la rue afin de finir, disons, avec ce régime-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire même une opération militaire américaine et israélienne, elle ne suffirait pas à destituer, on va dire, Ali Khamenei et le régime des Mollahs. Il faudrait aussi un nouveau round de manifestations et de protestations peut-être plus massifs encore qu'il y a quelques jours. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je discutais hier avec 2 personnes en Iran, si vous voulez, et ils m'ont confirmé effectivement cet aspect-là. Ils m'ont dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens, ils sont dans la tristesse. Beaucoup d'Iraniens, ils sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas sortir de leur, disons, de leur foyer. Mais également dans la rue, il y a un état de siège permanent, si vous voulez. Les gens sont arrêtés au-delà de 3 personnes. Eh bien, c'est interdit dans
dans la pratique, si vous voulez, là. Et donc, ce qui est effectivement important, c'est que je lui ai posé la question, exactement la même question. Est-ce que vous pensez que malgré cet état donc de difficulté et de stress et de colère, est-ce que éventuellement vous voyez les gens de descendre effectivement dans la rue? Et sa réponse était la suivante: s'il y a des frappes, disons, très importantes contre la tête du régime et le centre névralgique du régime, et qu'on sent que le régime, il est fragilisé, et il y a malgré toutes les répressions, les gens sont effectivement prêts pour descendre dans la rue afin il me disait, de fêter, mais également de finir effectivement ce travail qui est toujours à l'ordre du jour. Alors, dans la presse israélienne, je vous le fais partager, il y a beaucoup d'éditoriaux qui se rapportent justement au combat du peuple iranien, avec beaucoup de sympathie, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a aussi des éditorialistes qui disent est-ce que l'Iran est capable, après le régime, qui envisage l'après-régime, parce qu'ils disent que quelque part, et ils ont peut-être raison, déjà le régime aujourd'hui des Mollahs est déjà affaibli, il ne survivra pas à une nouvelle offensive, ou une nouvelle attaque américaine, ou à des nouvelles protestations, mais ils disent... les Iraniens risquent d'échanger un régime tyrannique contre un autre régime, on va dire autoritaire, parce que la démocratie n'est pas dans leur esprit. Est-ce que c'est exact, ou alors il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience de la nécessité d'instaurer une démocratie en Iran après le régime des Mollahs? Mais écoutez, le régime islamiste au pouvoir depuis à la fois la tendance dominante, mais également les réformateurs, ils ont toujours dit, vous inquiétez pas, il y aura toujours des possibilités donc de réformer le régime, etc. quoi. L'expérience de 47 ans de pouvoir islamiste, c'est que effectivement ce régime-là, on ne peut pas réformer. C'est un régime totalitaire islamique, et donc ce régime-là va rester comme ça. Et à partir du moment où il y a également Velayat Fari Khamenei qui est à la tête, donc il change ses présidents, tantôt avec des figures soi-disant plus, disons, ouvertes, etc., ce qu'on appelle les réformateurs, tantôt avec des figures plus obscures, etc. Mais néanmoins, ça ne change pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle situation, si vous voulez, là. Les gens ont décidé et se disent, on ne peut pas vivre à l'intérieur de ce régime-là. Il faut essayer de changer. Il faut essayer donc disons, provoquer sa chute. Mais en même temps, c'est vrai que par rapport aux mois précédents, voire des années précédentes, en Iran, comme alternative, effectivement, la situation était un vide. Il y avait un vide. Il y avait personne, si vous voulez, là. Car l'opposition iranienne en interne ne peut pas s'organiser. C'est parce que tout est détruit par le système islamique. Mais il y a des grandes personnalités en prison, mais également dans la société. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'organisations politiques, à peu près une cinquantaine, que j'ai identifiées et que j'ai analysées. Mais tous, ils sont en situation effectivement de désunion, et donc il n'y a aucun effort de leur part. Mais néanmoins, depuis quelques mois, cela a démarré plutôt avec la révolution Femme-Vie-Liberté, la révolution de Massa, oui, où le prince héritier, Reza Pahlavi, a commencé à rassembler, à faire des efforts pour qu'il y ait des liens entre les membres de l'opposition là. Mais c'était un échec. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, puisqu'il a lancé un appel en direction de la société iranienne, et on a constaté, c'était vraiment un nouveau phénomène sociologique, que les gens ont répondu massivement. Bien évidemment, sur le plan culturel et, disons, des cultures politiques, j'entends, il y a une diversité. Bien évidemment, il y a des républicains, il y a des gens qui se qualifient comme démocrates, etc. Mais également, les tendances, disons, de pro-Reza Pahlavi, également, s'est montré d'une manière très significative. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi, je suis républicain, mais néanmoins, je suis d'accord avec la proposition de Reza Pahlavi, c'est-à-dire envisager, la chute de ce régime-là,
là. Ensuite, ouvrir une situation de transition pour aller vers l'élection. Et à ce moment-là, on va identifier le poids de chaque courant politique et on décidera effectivement de la forme définitive, disons, du pouvoir en Iran là. Mais donc, si on n'a pas cela, bon, on peut toujours dire, vous n'avez aucune alternative, mais cette alternative existe. Et d'autre part, est-ce que Reza Pahlavi est dans un modèle monarchique comme son père? Non, je ne pense pas, car les hommes ont changé. Et donc, aujourd'hui, il y a, même s'il y a ce risque-là, si vous voulez, mais on ne peut pas condamner le peuple iranien de rester dans cette prison qui est la République islamique. Oui. Donc, il faut bouger les choses et dans l'espoir, effectivement, de se retrouver en situation de démocratie et de liberté. Eh bien, Didier Djadi, merci beaucoup de nous avoir expliqué aussi clairement la situation, à la fois la difficulté et l'horreur même de ces massacres qui commencent à apparaître au grand jour d'une certaine manière, et puis de nous avoir donné des perspectives encourageantes, il faut l'avouer, pour le peuple iranien. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions de Si Bon Matin à Paris. Merci, bonne journée, à bientôt et bonne chance au peuple iranien. Merci infiniment et merci pour votre soutien par rapport à la lutte du peuple iranien. L'amitié entre le peuple iranien, le peuple d'Israël et les Juifs sont historiques et cela va continuer. Et à Jérusalem, nous sommes en direct pour la revue de la presse israélienne avec les studios Kalita, notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue par les manchettes du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, toutes les deux consacrées au sort de Ran Gvili. Oui, Ran Gvili, vous le savez, Ilana, c'est le dernier otage encore détenu dans la bande de Gaza, otage assassiné, et la presse israélienne fait ce matin le forcing pour que l'on ne l'oublie pas. Elle annonce l'ouverture de l'opération Cœur Valeureux afin de retrouver Ran quelque part dans la bande de Gaza, et la manchette du Israël Hayom nous montre ce matin une photo justement de soldats israéliens en patrouille avec des chiens dans le quartier de Sadjaïe, dans le cimetière musulman de ce quartier, et c'est apparemment là que pourrait se trouver la dépouille mortelle de Ran Gvili. Et le journal titre jusqu'à ce que l'on retrouve Ran. Le Yediot lui titre pour sa part, il faut ramener Ran. Et le journal nous montre une grande photo de ce héros du 7 octobre qui a été assassiné, dont le corps est toujours détenu par le Hamas ou par le djihad islamique. En sous-titre, Tali, la mère de Ran, reconnaît: je sais que l'on fait tout pour retrouver son corps, mais elle demande au gouvernement: n'autorisez pas encore l'ouverture du poste de Rafia tant que la dépouille de Ron n'aura pas été retrouvée. Et pendant ce temps, les Américains font eux pression pour passer à la seconde phase du plan Trump. Et puis le Maariv annonce, lui, en page d'ouverture de son site d'info, qu'Israël a accepté la réouverture justement du poste de passage de Rafah. Oui, c'est apparemment une décision du cabinet restreint qui a été prise hier soir. Il s'agira, selon les exigences israéliennes, d'une réouverture limitée tant que le corps de Ran Gvili n'aura pas été restitué par le Hamas. La présidence du Conseil à Jérusalem a publié durant la nuit un communiqué dans lequel elle explique que seules des personnes et non du matériel ou des marchandises pourront franchir le poste de passage de Rafia, et cela se fera sous le contrôle exclusif de l'armée israélienne. La réouverture du poste dépendra également des efforts entrepris par le Hamas pour retrouver la dépouille mortelle de Ran Gvili. Et en marge de ces recherches du corps de Ran, le Yediot publie 2 éditos en première page. Oui, le premier est celui de Nahum Barnea qui nous explique en fait c'est Israël qui, sous la pression des Américains, est en train de garantir le renforcement du Hamas. Comment ? Eh bien en laissant entrer des centaines de milliards de dollars dans les prochaines années qui vont officiellement servir à la reconstruction de la bande de Gaza, mais qui ne manqueront pas d'être détournés comme par le passé par le Hamas. C'est incroyable mais vrai, affirme Nahum Barnea. Ron Ben Ishai lui reconnaît qu'il faut s'aligner sur celui qu'il appelle le boss, à savoir Donald Trump. C'est lui qui impose au gouvernement israélien l'agenda sécuritaire qu'il doit suivre. Et puis ce matin, Daniel, encore l'Iran toujours au cœur de l'information en Israël. Oui, avec le Yediot Aharonot qui titre en page intérieure 30 000 morts au moins en 2 jours. C'est le bilan réactualisé, vous le savez, du carnage auquel se sont livrées les milices iraniennes Basij affiliées aux gardiens de la Révolution. Et c'est le Time Magazine londonien qui révèle l'ampleur de ces massacres, en particulier dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier, peu après que les autorités iraniennes aient coupé Internet dans tout le pays. Le Yediot Aharonot révèle que parmi les victimes, il y aurait 4 juifs iraniens, dont un adolescent de 15 ans.
Dans le Israël Hayom, plusieurs commentaires autour d'une possible opération militaire américaine justement en Iran. Oui, pour Danny Zaken, c'est Steve Witkoff qui actuellement retient le président Trump de lancer une opération militaire en Iran et cela a pour conséquence une véritable frustration de la part des Israéliens. Witkoff serait persuadé qu'il ne faut pas que l'Amérique attaque, même après les révélations sur la poursuite des exécutions sommaires par le régime des Mollahs. Dans son analyse, le général Tzvi Haïmovitch affirme que l'attaque doit être un moyen pour destituer le régime, mais pas un objectif en soi. Quant à Meir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, il estime que les informations sur l'ampleur des massacres offrent à Donald Trump la pleine légitimité pour attaquer massivement le régime iranien. Et puis le Maariv reprend ce matin, Daniel, les principaux extraits de l'interview que le président Yitzhak Herzog a accordée à la chaîne CNN. Oui, le Maariv nous cite le président Herzog qui y évoque dans cet entretien, dans cette interview, l'importance stratégique d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite, une normalisation qui apparaît et qui paraît actuellement au point mort. Il appelle à la sortie des forces terroristes du Hamas de la bande de Gaza et considère qu'une amnistie pour Binyamin Netanyahou serait une démarche qui risque de prendre du temps. Il propose plutôt de mettre un terme au procès du Premier ministre israélien en trouvant un compromis en dehors des tribunaux. Dans le domaine juridique, la commission des lois s'apprête par ailleurs à débattre d'un dossier qui fait débat depuis de nombreuses années justement. Oui, effectivement, c'est le Israël Hayom qui en parle en première page. Il s'agit d'un projet de loi visant à séparer les deux principales fonctions de celle qui est aujourd'hui la conseillère juridique du gouvernement, Galib Baramiara. D'un côté, la fonction d'attorney général, de procureur général, et de l'autre, celle de conseiller juridique du gouvernement. L'idée de séparer ces deux fonctions a été avancée par plusieurs ministres de la Justice au cours des dernières années. Des ministres qui estimaient que la fonction actuelle renfermait beaucoup trop de pouvoir et même une contradiction interne dévoilée au grand jour ces dernières années, en particulier autour des procès de Binyamin Netanyahou, mais elle s'est heurtée à l'opposition des conseillers juridiques. Pour l'instant, aujourd'hui, alors que les tensions entre le gouvernement et la conseillère Baramiara sont à leur paroxysme, Yariv Levin et Simcha Rothman, le président de la commission des lois de la Knesset, sont déterminés à aller jusqu'au bout de cette démarche et donc à séparer les deux fonctions. Le professeur Aviada Cohen, qui est expert juridique du Israël Hayom, y est favorable. Le professeur Ron Shapira estime qu'une telle démarche n'est pas indispensable. Dans ses pages intérieures, le Yediot Aharonot, de son côté, nous fait partager une initiative bénéfique prise par plusieurs assistantes sociales. Oui, il s'agit d'assistantes sociales à la retraite qui, au lendemain du 7 octobre, se sont mobilisées bénévolement pour venir en aide aux populations choquées et déplacées du sud et du nord du pays. Ce sont des centaines, voire même plus, d'assistantes sociales qui se sont ainsi mobilisées pour apporter un peu de réconfort. Mais désormais, après que la situation se soit stabilisée, elles proposent de continuer à fournir leur expérience à l'ensemble de la société israélienne sous forme d'une sorte de service de réservistes civils et donc un service de réserve civile qui permettrait de fournir leurs services comme assistante sociale à la population israélienne qui le souhaite. Et puis enfin, pour terminer, un coup de chapeau pour l'association israélienne Matnat Haim. Oui, c'était effectivement un coup de chapeau qui est en première page du Israël Hayom. C'est l'association Matnat Haim des donneurs altruistes de reins. Et elle mérite ce coup de chapeau car elle est devenue à la fin de l'année 2025 l'association qui détient le record mondial de dons altruistes de reins avec plus de 2000 reins qui ont été donnés. Et le Israël Hayom nous montre donc ce matin le président Herzog entouré de plusieurs centaines de ses receveurs de ses reins. Et le journal nous raconte l'histoire émouvante d'Assaf Beldev, 53 ans, qui est officier de réserve de Tsahal et qui pendant la guerre a découvert que son supérieur hiérarchique, le commandant Amishar Ben David, qui a été tué au combat en mars 2014 dans la bande de Gaza, avait fait dans la plus totale discrétion le don d'un rein via Matnat Haim. Il faut rappeler que Matnat Haim a été créé par le Rav Yeshayahu Haber, qui est décédé il y a quelques années du Covid et qui est elle aussi aujourd'hui présidée par son épouse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rémi Daniel. Rémi, bonjour. Boker Tov. Bonjour, Bokero. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que on voudrait essayer de mieux comprendre avec vous, qui êtes un expert du dossier turc, quelles sont les problématiques d'une présence de la Turquie à l'intérieur de la bande de Gaza, même s'il ne s'agit pas de soldats turcs, mais simplement, on va dire, de fonctionnaires ou de présence à travers le comité exécutif du Conseil de la paix de Donald Trump. La présence turque ou le rôle turc
dans le futur de la bande de Gaza est problématique pour Israël pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut reconnaître que la Turquie est l'un des rares pays dont la position n'a pas changé après le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans un certain nombre de pays, notamment au niveau des gouvernements, on a vu une amélioration des relations entre Israël et les pays en question après le cessez-le-feu. La Turquie, au contraire, montre bien qu'elle ne change pas sa position, quelle que soit la situation dans la bande de Gaza, et que sa position est fondamentalement hostile à Israël. Dans la bande de Gaza, cette divergence de vue s'exprime en particulier sur le rôle que le Hamas doit jouer dans la bande de Gaza. La Turquie considère le Hamas comme un acteur politique légitime dans le monde palestinien. Elle s'oppose à son désarmement. Elle préfère mettre en avant la nécessité de reconstruire la bande de Gaza, de limiter les opérations israéliennes. Et en ce sens-là, l'intervention turque, le rôle que la Turquie pourrait jouer dans le futur de la bande de Gaza serait un rôle qui, un, limiterait la marge de manœuvre israélienne dans la bande de Gaza, et deux, renforcerait le Hamas. Et c'est pour cela que c'est très problématique pour Israël, quel que soit, et vous avez raison de dire qu'on n'est pas sûr de voir des soldats turcs à Gaza, mais un rôle, une influence turque est suffisante pour être dangereuse pour Israël. Alors, est-ce que vous pensez que cela, Benjamin Netanyahu ne parvient pas à l'expliquer à Donald Trump? Je pense que Benjamin Netanyahu, en effet, a face à lui un Donald Trump qui aime beaucoup Recep Tayyip Erdogan, qui considère aussi, et il n'a pas forcément tort, que Recep Tayyip Erdogan a joué un rôle important dans la première phase du cessez-le-feu et dans la libération des otages. Et il se peut que même Netanyahu lui-même ait accepté implicitement ce prix à payer, cette intervention turque, ce rôle turc, lorsqu'il a accepté d'arriver à un cessez-le-feu grâce à la Turquie et le Qatar, puisque les deux pays vont ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré la bonne relation qui existe entre Netanyahou et Trump, d'un autre côté, on a un certain nombre d'acteurs régionaux qui eux aussi ont une bonne relation avec Trump et qui sont mieux intégrés régionalement qu'Israël. Et cela fait pencher la balance en faveur de la Turquie. Alors, ça, c'est ce qui préoccupe les Israéliens. Est-ce qu'il y a un moyen, on va dire, de neutraliser cette influence? Comment Israël peut s'y prendre? Est-ce que, par exemple, l'utilisation, on va dire, d'une sorte de comment dire, de flatterie de la part de Netanyahou envers Erdogan pourrait aider? Est-ce que, par exemple, lorsque Trump a dit il y a quelques semaines, il a dit oui, moi j'aime beaucoup Erdogan et puis Netanyahou, il l'aimera aussi. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être d'utiliser une forme de rapprochement entre Trump et entre Netanyahou et Erdogan dans ce contexte? Je pense qu'il y a deux choses dans ce sujet. Tout d'abord, ça a été historiquement le rôle des États-Unis. Dans d'autres crises entre la Turquie et Israël, et depuis qu'Erdogan est au pouvoir, et depuis le Mali Marmara en 2010, il y a eu un certain nombre de crises entre les deux pays. Les États-Unis ont souvent eu ce rôle de rapprocher les deux gouvernements, même lorsque ces deux gouvernements ne s'entendaient pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, les divergences sont tellement nombreuses et l'hostilité entre la Turquie et Israël est tellement importante que c'est une mission quasi impossible. Et de fait, on voit bien qu'on n'a aucun signe à Ankara d'une volonté de se rapprocher d'Israël parce que les Turcs et les Israéliens ne sont pas d'accord sur ce qui se passe à Gaza, sont opposés dans l'Est méditerranéen, ont des intérêts divergents en Syrie. Et l'ampleur de la crise dans les relations entre la Turquie et Israël est telle que les Américains auront du mal à rapprocher les deux pays. Après, on est face à une administration américaine qui fait des choses qu'on n'a jamais vues avant, qui n'hésite pas à aller très fortement, à faire très fortement pression, même sur ses alliés. Elle a réussi à obtenir des concessions, d'ailleurs, des Israéliens et des Turcs. Est-ce qu'elle arrivera, dans ce cas précis, à faire un miracle? Je suis pour l'instant très sceptique. Et que dites-vous de certaines informations qui ont été rendues publiques dans la presse israélienne sur le fait que, au sein de l'opposition à Erdogan en Turquie, eh bien, on dit tout ça, c'est un écran de fumée, que derrière ça, il y a des contacts entre Israël et la Turquie, il y a du commerce entre Israël et la Turquie, il y a de la coopération même sécuritaire entre les deux pays, et peut-être même que
à un moment donné, les deux leaders, Netanyahou et Erdogan, se parleront? Alors ça, il s'agit de quelque chose qui est assez typique de la société turque, où les théories du complot, le deep state, les secrets font partie du débat public en Turquie, généralement en exagérant un petit peu la réalité. C'est aussi assez intéressant de voir que, alors que d'un point de vue israélien, Erdogan est le pire possible en ce qui concerne la relation de la Turquie avec Israël, et les Israéliens ont vraiment parfois une détestation très personnelle d'Erdogan. À l'intérieur de la Turquie, au contraire, et l'opposition turque, dans ses différentes nuances, le critique en disant qu'au contraire, il ne fait pas assez dans son hostilité à Israël. Ce qui est vrai, c'est que, nous observons que malgré tout, Turcs et Israéliens arrivent à discuter à minima sur la situation en Syrie, soit à travers leurs organes de sécurité, soit à travers des intermédiaires, notamment en Azerbaïdjan. Donc, le contact n'a pas totalement disparu. Il est vrai aussi que pendant une période, malgré l'embargo turc, le commerce entre les deux pays a continué, soit en passant par les territoires palestiniens, soit en passant par d'autres pays. Mais cela ne veut pas dire que Erdogan a une politique de coopération avec Israël. Et en ce qui concerne l'embargo commercial, par exemple, il passe son temps à adopter des politiques de plus en plus strictes contre le commerce avec Israël. Et de deux, on voit des discussions à minima, on ne voit pas beaucoup plus que cela. C'est-à-dire qu'on évite la crise. Il y a un modus vivendi vis-à-vis de la Syrie très fragile. Parler de coopération, on est là plus dans l'espèce de fantasme de l'opposition turque qui essaie de critiquer Erdogan. Alors, une dernière question, Rémi. Est-ce que, alors que l'on parle d'une attaque possible des Américains contre le régime iranien, est-ce que la fin du régime iranien pourrait faire rejaillir, on va dire, une puissance turque ottomane qui se substituerait à ce régime iranien disparu? C'est-à-dire, est-ce que la Turquie pourrait être le nouveau trouble fait au Proche et Moyen-Orient? Je pense qu'on voit déjà de toute façon que la Turquie a une politique de puissance au Moyen-Orient qui, et nous en avons évoqué un certain nombre de sujets, va à l'encontre des intérêts israéliens dans de nombreux domaines. Par contre, quand on voit la réaction turque à ce qui se passe en Iran, on voit que le gouvernement turc cherche avant tout la stabilité. Et pourquoi? Si on regarde la frontière est et sud-est de la Turquie, nous avons la Syrie, nous avons l'Irak, nous avons l'Iran. La Syrie et l'Irak sont des zones de tension et de désordre depuis le début des années 2000 et le début des années 2010. Le gouvernement turc n'a qu'une crainte, c'est de voir la frontière avec l'Iran, elle aussi, devenir une frontière problématique, sachant qu'en Iran, il y a tous les éléments qui ont transformé la Syrie et l'Irak en menace de sécurité pour la Turquie. Il y a une présence kurde, il y a la possibilité de réfugiés qui arriveraient de l'Iran en Turquie, il y a la possibilité aussi de problèmes dans le commerce entre les deux pays. Donc la Turquie ne veut pas voir la fin du régime des mollahs, au contraire, elle veut voir le régime contrôler le pays, aussi dans cette espèce de compétition régionale que la Turquie identifie, elle veut voir l'Iran être capable de s'opposer à Israël, parce que la Turquie n'a pas envie de se retrouver seule face à Israël, d'un certain côté. Et donc finalement, la situation actuelle d'un régime iranien affaibli, qui ne peut pas nuire à la Turquie en Syrie, qui ne peut pas nuire à la Turquie dans le Caucase, mais qui malgré tout tient et survit, ce régime survivant mais affaibli, c'est peut-être la meilleure situation possible pour la Turquie par rapport aux autres scénarios qui auraient des conséquences plutôt négatives pour Ankara. Eh bien, merci beaucoup Rémi et Daniel de nous avoir clarifié ces points concernant la position de la Turquie ici dans la région, bien entendu dans la bande de Gaza, mais aussi, on va dire, du point de vue régional. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt, Rémi. Allez Daniel, on enfile combinaison et moon boots et direction le toit d'Israël, le mont Hermon, qui
qui culmine à 2300 mètres d'altitude sur les hauteurs du Golan, un mont que David Ben Gourion surnommait le grand-père d'Israël, un clin d'œil bien sûr à ses pentes enneigées qui, disait-il, dévalaient comme une longue barbe blanche. Et vous avez raison, Daniel, c'est vraiment une idée folle de fonder, d'inventer un domaine skiable dans un pays qui compte près de 200 km de littoral et où le soleil brille plus de 300 jours par an. On imagine en effet les Israéliens plus en maillot de bain, tongs aux pieds et raquettes à la main sur les plages, qu'en doudoune, ski ou snowboard aux pieds sur les pistes enneigées. Et pourtant, chaque Shabbat, dès 6 heures du matin, de décembre à février, les Israéliens guettent le premier bulletin météo à la radio pour savoir si l'enneigement permet l'ouverture de la station. Et si c'est le cas, eh bien, ils sont des milliers de tout le pays à sauter dans leur voiture et affronter le très long embouteillage sur la route qui mène à la station en famille ou entre amis. Ils y vont pour la glisse en tout genre, mais aussi pour admirer un panorama spectaculaire sur le Golan et la Galilée. Et chaque saison, on y compte en moyenne 400 000 visiteurs avec des pics pouvant atteindre 12 000 personnes par jour. Alors, avant d'être une montagne sacrée pour les amateurs de glisse, le Hermon fut longtemps une montagne sacrée pour de nombreux peuples anciens, pour le peuple juif notamment. Une présence hébraïque qui est attestée dès la fin de la période du Second Temple. Le mont Hermon apparaît dans les textes sous différentes appellations, Sion, Shanir ou Sirion, issus d'une racine hébraïque qui signifie le lieu sacré, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, dit la Torah, référence aux rivières formées par la fonte des neiges qui alimentent le Jourdain et le lac de Tibériade. Alors, qui a eu cette idée folle de créer une station de ski? Eh bien, nous sommes au début des années 1970, dans le sillage de la guerre des 6 jours, lorsqu'Israël prend le contrôle du plateau du Golan et donc du mont Hermon. L'idée émerge pour des raisons économiques et stratégiques. Il ne s'agit pas d'un projet sportif ambitieux, mais d'offrir des emplois aux communautés environnantes dans une région où l'agriculture est impossible en raison du relief et du climat. Alors le tourisme s'impose comme une évidence, même si personne en Israël ne sait alors gérer une station de ski. Et il s'agissait aussi d'affirmer une présence civile sur un site sensible. En 1971, le projet est officiellement lancé avec le soutien de l'agence juive et en 1972, la première remontée mécanique est installée. Ces équipements modestes au départ deviennent rapidement insuffisants face à l'afflux des visiteurs. Depuis, la station s'est développée. Elle couvre aujourd'hui une superficie d'environ 2500 dunams et elle fonctionne comme une station alpine classique à une échelle plus modeste, soyons honnêtes. Cependant, on y trouve 13 pistes totalisant 45 km, de la verte à la noire, et dont plusieurs sont homologuées par la Fédération internationale de ski. On y trouve aussi 16 remontées mécaniques, un snowpark pour les amateurs de snowboard, une luge sur rail de 950 mètres à flanc de montagne, c'est une superbe attraction à faire en famille, et une aire dédiée à la luge traditionnelle pour les enfants et les adultes. Et au pied des pistes, Daniel, eh bien, on construit des bonhommes de neige coiffés de kippas ou de bérets militaires. Les soldats, en effet, sont nombreux sur les lieux. Ils jouent volontiers le jeu, car comme vous le savez sans doute, le mont Hermon est également surnommé les yeux d'Israël en raison de sa position géostratégique. Son sommet est partagé entre Israël, le Liban et la Syrie, une zone de tension permanente. Le site est donc fortement militarisé. Ici, à 2210 mètres, se trouve Mitzpeh Ashlagim, c'est l'observatoire des neiges, le point le plus élevé contrôlé par Tsahal, et l'unité alpine de l'armée. Eh bien, elle s'entraîne sur les pentes de la station, à côté des skieurs. Alors attention au hors-piste, au risque de franchir une frontière sans même s'en rendre compte. Et je suis sûre que cela va en étonner plus d'un. Israël, qui n'a de neige que quelques jours par an, eh bien, elle en exporte. Rugby Israël, comme on dit. Et pourtant, la société israélienne IDE Technologies fabrique des canons à neige utilisés dans plusieurs stations européennes. Depuis le 2006, les skieurs de la station de Zermatt, l'une des plus réputées de Suisse et d'Europe, peuvent ainsi skier, même lorsque la neige se fait rare. Alors restons dans la glisse pour finir. Sachez qu'Israël participera aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 pour la 9e fois de son histoire. Ce sera du 6 au 22 février à Milan Cortina.
4 athlètes israéliens ont décroché leur billet pour l'Italie, une patineuse artistique, un skieur de fond et 2 skieurs alpins, Barnabas Zolos et sa sœur Noah, qui d'ailleurs vient de réaliser une véritable performance lors des récents championnats du monde en terminant 28e, une place jamais occupée par un Israélien. Alors il est vrai qu'Israël n'a encore jamais remporté de médaille aux JO d'hiver, mais qui sait, peut-être cette année, promis, on y sera. Allez Daniel, je vous attends en bas des pistes pour un café à four bien chaud. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ariel Gomez. Ariel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes ingénieur spécialiste de l'industrie spatiale et vous êtes, on s'était parlé bien entendu à l'époque de Bereshit, de la sonde Bereshit qui avait été envoyée dans l'espace sur la Lune. Vous êtes un des artisans du programme SpaceIL. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur cette semaine qui est une semaine particulière puisque c'est la semaine de l'espace en Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la semaine de l'espace en Israël ? Alors, c'est un programme qui existe depuis déjà plus qu'une dizaine d'années, peut-être même plus. En fait, c'est pour sensibiliser les Israéliens à tout ce qui concerne le spatial. Et en fait, c'est surtout, moi je vois ça, une opportunité pour l'industrie privée et pour les nouvelles occasions et surtout aussi pour les écoles et les universités d'avoir une possibilité de se rencontrer et de fusionner un peu tout ce monde, parce que le monde du spatial, de manière générale, je pense, n'est pas assez développé. Il est en pleine expansion, mais ça veut dire il reste encore, surtout en Israël, il reste encore petit, avec un nombre limité de sociétés qui sont dedans. C'est-à-dire, on retrouve les grandes sociétés, mais le secteur privé, on essaye aussi de le booster et de le faire avancer. Et donc, en fait, ça permet en fait une interaction avec tous les acteurs de ce secteur, que les petites et les grandes entreprises. Alors, concrètement, quels sont les projets principaux aujourd'hui de l'industrie spatiale en Israël ? Dans le secteur privé et dans le secteur de la défense, on a une grande avancée. Donc, on va dire que même on a compris avec les dernières années, toutes les guerres qui sont passées, on voit l'importance, mais surtout avec la guerre qu'il y a eu avec l'opération Am-Kelavi, avec l'Iran, on peut comprendre l'importance que joue le secteur spatial, qui va permettre d'en fait et recevoir des informations et aussi de coordonner les opérations en dehors des frontières d'Israël. Ça se passe donc avec l'armée de l'air, mais ça passe par tous les systèmes opérationnels des satellites d'Israël, entre autres. On a pu voir aussi avec tous les lancements de missiles de l'Iran. Donc ça passe aussi par ces systèmes-là. Donc il y a une certaine, en fait, ça veut dire on peut pas trop développer de tout ce qui se passe, mais ça veut dire le secteur spatial dans la défense, on a compris son importance. Et dans le secteur privé, il y a beaucoup de plus en plus de sociétés. Rien que pour citer, pour nous donner une idée, aujourd'hui le secteur spatial dans le monde s'accélère. Et on peut le voir avec les industries Starlink, mais il y a aussi beaucoup de déchets dans l'espace. Aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour récupérer tout ce qui concerne, par exemple, les déchets des satellites qui sont morts en service ou des satellites qui sont récupérés. Il y a des pièces de satellites, et donc il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui reçoivent des subventions, même de l'Union européenne ou des États, pour essayer de trouver des solutions. Ça, c'est juste pour montrer des petites applications, pour parler de certaines applications aujourd'hui dans le spatial, et dont l'entreprise israélienne et l'entreprise aussi, l'industrie aussi en Israël dans le secteur privé essaye de rentrer dans ces secteurs-là. Il y a beaucoup à faire. C'est juste pour donner quelques exemples. Alors oui, on comprend que vous ne pouvez pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais savoir situer l'État d'Israël parmi les nations qui travaillent dans l'espace, qui envoient des satellites dans l'espace. On se situe où, l'État d'Israël ? Moi, j'ai l'habitude de dire personnellement qu'on peut parler d'un empire dans le domaine spatial, Israël. C'est-à-dire qu'Israël, si on regarde par rapport à sa dimension et ses investissements dans le spatial par rapport aux grandes puissances, Israël est un des seuls pays, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe,
qui a la possibilité de produire ces satellites et de les lancer aussi. La majorité des pays peuvent ou les produire. Maintenant, il y a des pays qui essayent de faire leurs lanceurs. Mais je dis Israël, ça fait déjà plusieurs années, ont compris qu'ils devaient avoir une indépendance complète dans le domaine spatial. Donc, ça veut dire que c'est un petit pays avec des grandes capacités dans le domaine spatial. Donc, qui n'ont pas à faire. On n'a pas à rougir à côté des grandes puissances parce qu'on a des capacités qui sont presque égales. Jusqu'à que même une fois un de nos clients nous a posé la question, mais pourquoi vous n'utilisez pas tous vos lanceurs pour vos satellites? Bon, on lui a expliqué qu'il y avait aussi certains coûts, certaines choses, mais ça veut dire que Israël a des capacités que beaucoup de pays n'ont pas. Je voudrais savoir, c'est-à-dire, tout le monde parle d'une possible attaque américaine contre l'Iran et une riposte de missiles balistiques. Là aussi, le domaine spatial a encore un rôle majeur à jouer pour protéger, on va dire, l'État d'Israël. Alors effectivement, le spatial, tant dans les télécommunications, tant que dans d'autres domaines qu'on ne peut pas développer, joue un rôle primordial dans dès qu'on sort des frontières d'Israël. C'est-à-dire comme ce qu'on a vu au mois de juin dernier, ces attaques ou cette guerre-là s'est passée dans le domaine aérien et spatial. Ça s'est pas passé sur le domaine terrestre. Tout s'est joué dans cette zone-là, où Israël a l'avantage sur tous ses voisins. Ce sont deux domaines où Israël, au niveau régional, a une large avancée sur tous ses voisins. La dernière question, cette fois-ci, sera effectivement liée au programme Bereshit. Vous étiez un des grands participants à ce programme. Il y a de cela quelques années, on a appris la mort de Maurice Kahn, qui était le grand financier de ce programme. Est-ce que là signifie d'une certaine manière, cela sonne le glas de ce programme, ou alors finalement il y aura encore une possibilité d'envoyer une sonde spatiale sur la Lune israélienne? Alors effectivement, il y a toujours une possibilité, mais c'est vrai que depuis 3 semaines, depuis le décès de Maurice Kahn, Zichrono Livracha, qui était un des piliers du financement de la mission de Bereshit 1, ou même de Bereshit 2, là, on a dû geler un petit peu toutes ces avancées. Donc, il y a une possibilité de reprendre, mais à condition de retrouver certaines sources des investisseurs ou de donateurs, puisqu'on parle de donation. C'était une personne avec un grand mérite, pas que dans le projet, dans le domaine spatial, mais dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine des médicales et le domaine de l'avancée médicale, surtout pour les enfants. On peut dire c'est un très très grand donateur et qui a fait beaucoup de bien à Israël dans beaucoup de domaines. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup Ariel Gomez de nous avoir parlé de cette semaine spatiale de l'État d'Israël et de nous avoir donné envie d'en savoir plus sur les capacités justement de l'industrie spatiale en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt Ariel. Merci.